Bonjour à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro du Garage, le rendez-vous moteur de Watch TV que j'ai l'honneur et l'avantage de présenter avec Monsieur Driss Abdi. Salut Driss. L'avantage, salut Alexandre. Ça va ? Ça te fait sourire ? Eh bien tant pis, l'avantage, oui. Alors, n'oubliez pas que vous pouvez retrouver tous les épisodes du Garage sur le site watch.tv, vous abonner au podcast sur iTunes, c'est gratuit, et il y a maintenant des podcasts audio pour écouter en voiture, figurez-vous. Nous suivre sur Twitter et réagir avec le hashtag @legaragewatch, et n'oubliez pas également que l'émission est en ligne sur la page Yahoo Auto, notre partenaire. Alors, au menu cette semaine, un programme très éclectique puisqu'on va même tutoyer les extrêmes. On peut dire, on les surnomme chicane mobile, poids yaourt, ou même encore de noms. On va rester soft. Hein. On va parler de WC. Mais ce sont avant tout des quadricycles à moteur, figurez-vous, et je veux bien sûr parler des voitures sans permis auxquelles nous allons nous intéresser tout à l'heure, comme nous essaierons le Mercedes GLC, la Jeep Cherokee équipée de son nouveau moteur, ou encore la toute nouvelle Opel Astra. Avec nous sur ce plateau, nous avons le plaisir d'accueillir pour la première fois Nicolas Meunier, journaliste auto, challenge et génération sans permis. Salut Nicolas. Salut Alexandre. Alors, puisque ces deux générations sans permis dont on va parler, et c'est à la faveur d'un numéro spécial essai qui sort dans quelques jours qu'on a l'occasion de te recevoir, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de cette publication ? Deux minutes. Donc cette publication, c'est un magazine qui existe depuis maintenant quelques années, 6 ou 7 ans, qui est le seul média spécialisé sur la voiture sans permis, comme son nom l'indique. Et donc, par voiture sans permis, on entend bien sûr la palissade, les modèles qu'on peut conduire sans permis, mais aussi plus largement la catégorie des quadricycles, qui comprend également des modèles qu'on peut conduire avec le permis B1, qui sont une catégorie plutôt confidentielle, mais qu'on connaît notamment grâce au Renault Twizy, qui est l'exemplaire le plus célèbre. Alors, on va parler de tout ça et de ce numéro spécial essai. Je crois qu'il y a combien de nouveautés testées là-dedans ? Combien de modèles ? Une quarantaine, donc ça fait à peu près le panel de tout ce qui existe sur le marché. Le panel du marché. Très bien. Alors, également avec nous, il est en duplex, il a toujours son permis et ses expertises sont attendues comme un enfant attend Noël. L'ami Michel Holtz. Salut Michel. Salut les garçons sans permis. Je dis les garçons parce que une fois de plus, la parité n'est pas très respectée dans le garage. Non, on essaye d'avoir des dames, figure-toi, régulièrement. Alors je sais que tu te laisses pousser les cheveux, c'est gentil, mais t'inquiète pas, Michel, son opération est prévue pour bientôt. Ça va quand même pas faire la parité. Également en duplex, notre spécialiste 4x4, Nicolas Stévenin du journal du 4x4.com. Salut Nicolas. Bonjour à tous. Nicolas, avec toi, on va revenir tout à l'heure sur le Jeep Cherokee qu'on a essayé ensemble. Qu'est-ce qu'il y a comme actualité en ce moment sur... alors, je vais pas le dire. Je vais pas dire machine agricole. Si, malgré tout, on reste un petit peu dans l'agricole parce que cette année, c'est quand même les grandes nouveautés. Ce sont toutes les sorties des nouveaux pick-up, le Mitsubishi, le Nissan, le nouveau Toyota... tout ça qui va bientôt arriver sur le marché, bientôt en essai, aussi sur le journal du 4x4. Bon, on essaiera d'en parler dans le garage. Tiens, ça sera l'occasion de faire un truc sur les pick-up, on n'en parle pas beaucoup. Voilà, les présentations sont faites, on va se retrouver dans une poignée de secondes avec le premier sujet, à tout de suite. Voilà, alors loin derrière la Golf, toujours reine sur le marché des compacts l'an passé. L'Opel Astra s'était faite un peu discrète ces derniers temps. Issue du concept Monza présenté à Francfort, voici 2 ans, la 11e itération des compacts Opel arrive sur nos routes. Nous l'avons essayé pour vous et je vous propose qu'on se retrouve d'ici 3 minutes. Voilà donc à bord de la 11e génération de compact Opel. C'est une longue histoire de la compact chez Opel, Alexandre. Ça remonte à loin.
Oui, absolument. Là, tu te dis la 11e, mais avant de s'appeler Astra, elle s'appelait Cadette, et on remonte là dans les années 80. Donc, c'est pas d'hier, comme tu dis. Donc, il y a beaucoup de choses nouvelles dans cette Opel Astra, à commencer par un passager derrière. Salut Michel. Salut, un passager clandestin. Alors, écoute Michel, ça tombe bien, je vais te donner la parole. Moi, j'ai l'impression, après avoir commencé à conduire un peu cette voiture, que effectivement, j'ai envie de dire pour une fois, le terme nouveauté n'est pas du tout galvaudé. Oui, parce qu'il faut savoir qu'il y a quand même un gros problème chez Opel qui est ancestral, aussi vieille que la Cadette et que l'Astra, c'est le surpoids des voitures. Ça a toujours été des voitures qui étaient plutôt bien foutues, des châssis très corrects, des moteurs pas mal non plus, sauf certaines exceptions, mais elles étaient toujours trop lourdes et donc elles consommaient trop et les moteurs étaient à la ramasse. Là, sur celle-là, sur cette nouvelle Astra, ils ont gagné 200 kg et ça se sent. Tout à fait, là on était sur des petites routes où on a eu à faire des dépassements et effectivement le moteur était là, on avait le répondant, on sent que la voiture est agile et je suis tout à fait d'accord avec toi au niveau de la boîte, parfaitement étagée, très souple et on prend beaucoup de plaisir à conduire la voiture qui, comme l'a dit Michel, a perdu 200 kg, ce qui n'est pas rien, 200 kg au niveau du moteur par exemple qui pèse 50 kg de moins, un peu partout, hein, ils ont récupéré quelques kilos de ci de là. J'ai quand même un petit bémol, c'est vrai que la boîte a fait des gros progrès. La direction en revanche, je la trouve encore un peu floue, on cherche encore le point milieu, mais globalement, le freinage est pas mal non plus. Globalement, il y a du gros progrès sur cette voiture par rapport à la génération précédente. Alors voilà pour ce qui est de l'aspect conduite. Driss, tu vas nous faire peut-être un petit focus sur les technologies embarquées dans la voiture, et il y en a pas mal. Alors moi, il y a juste une petite remarque que j'ai envie de faire, c'est que auparavant chez Opel, il y avait dans l'Astra ici de forêts de boutons, et elle a été quand même pas mal épurée. Je ne veux pas dire qu'ils sont allés comme sur la Peugeot 308 à tout retirer, mais il y a beaucoup de progrès. Il y a énormément de progrès, si ce n'est sur le volant quand même. Moi j'ai été un petit peu perturbé au début avec le volant. Donc il faut quand même bien le regarder à l'arrêt pour maîtriser les différents boutons qui sont pas forcément compliqués, mais il y en a quand même beaucoup. En revanche, pour tout ce qui est de la console, de tableau de bord, c'est vrai que là c'est épuré. On a cet écran tactile qui nous permet d'actionner à toutes les fonctionnalités, et comme tu l'as dit, il y a beaucoup de technologies dans cette voiture. Les technologies telles que OnStar, dont on avait parlé lors d'une précédente émission la saison dernière. On a notre expert ici, Alexandre, qui vous avait tout dit sur le système OnStar. Vous avez également, bien entendu, le GPS. Et là où il y a de la nouveauté, c'est que Opel intègre aujourd'hui CarPlay, qui est donc le système d'Apple qui vous permet d'accéder aux fonctionnalités de votre smartphone, soit en utilisant une interface, alors là pour le coup totalement épurée, soit en utilisant la commande vocale, que ce soit pour numéroter, pour écouter un morceau par exemple, vous pouvez décider du morceau à la voix, ou pour en répondre aux SMS. Donc, et ça marche très bien, on a pu le tester. Android Auto va suivre également, donc c'est le système équivalent, mais pour ceux qui sont équipés de smartphones Android. Moi je serais intéressé par avoir votre opinion sur l'habitabilité et le confort. Moi je suis assez bien installé, j'ai un siège baquet massant et réglable dans toutes les hauteurs et largeurs possibles, donc c'est plutôt pas mal. Qu'est-ce qu'il y en est pour vous, Michel? Derrière on est très très bien, il y a vraiment la place qu'il faut. Au niveau confort, même à l'arrière, évidemment c'est un peu dégradé par rapport à l'avant comme toujours sur les compacts, mais c'est très très supportable aussi, c'est ferme sans être totalement tabou. Donc si on doit conclure sur cette voiture, Opel en avait besoin, elle arrive plutôt bien et elle est plutôt bien née, hein, c'est ça Michel? Oui, elle est plutôt bien née, et puis je crois qu'ils ont quand même la grosse pression avec cette voiture chez Opel, c'est leur best-seller, ils peuvent pas trop se rater. D'ailleurs à Francfort où elle a été présentée, c'est Marie Barra qui est quand même la présidente de General Motors qui a fait le déplacement exprès pour la présenter, donc oui je pense qu'ils ont la grosse pression, mais elle est bien partie pour réussir. Merci Michel. Voilà pour l'Opel Astra. Nicolas Meunier, je me tourne vers toi. Tu as essayé cette voiture. En un mot, qu'est-ce que tu en as pensé, toi? Principalement, c'est que Opel recolle enfin au peloton des meilleurs avec ce nouveau modèle. Donc parce que, comme disait Michel, c'était des voitures très lourdes, des voitures qui consommaient trop, enfin, même si les moteurs étaient bons, parce que Opel a fait sa révolution au niveau des moteurs il y a quelques années déjà, enfin il y a 2-3 ans, en lançant un nouveau diesel qui était bon, mais étouffé par la masse de la voiture. Là aujourd'hui on a un ensemble qui est cohérent, homogène, et même si ça reste pas la plus légère, parce qu'elle est quand même 100 kg de plus qu'une 308, ouais. Même si elle a perdu 200 kg,
mais ça reste elle revient à la normale, on va dire. Elle revient à la normale, ouais. Michel, hein, c'est l'impression qui s'en dégage. Hein. Elle revient à la normale. Alors l'Astra, c'est quoi? C'est 230 000 ventes par an en Europe. La Golf, c'est près de 550 000, donc il y a encore du chemin à parcourir. Mais est-ce qu'on peut imaginer qu'elle reprenne des parts de marché avec ce nouveau modèle? Il vaut mieux pour elle, parce que quand même c'est le segment qui vend le plus en Europe, et Opel de son côté perd quand même pas mal d'argent chaque année. Donc ils ont tout intérêt, quand on disait dans le sujet qu'ils avaient la pression, ils ont tout intérêt à recoller au peloton. C'est vrai, comme disait Nicolas, ils ont fait leur révolution moteur il y a quelques années, maintenant ils font leur révolution châssis. C'est le premier modèle qui est comme ça. L'Astra, la Corsa n'est pas encore de ce niveau, l'Insignia encore moins. Donc, il faut attendre que la révolution soit généralisée sur tous les modèles et sur toute la gamme pour arriver à quelque chose de correct, mais ils sont sur la bonne voie, c'est clair. Driss, tu veux conclure sur l'Astra qu'on essaye ensemble, là, on l'a vu. Il y avait une chose qu'on n'avait pas précisé, c'était aussi le taux d'équipement pour la voiture d'emblée. Elle est plutôt bien équipée pour le prix qui est, on le rappelle, à partir de 20 300 €. Pour la version 3 cylindres, effectivement, essence. Et on l'avait essayé de nuit, et c'est la première compacte qui est équipée de la technologie Intellilux LED Matrix. Donc ça, effectivement, on peut en toucher 10 secondes, un mot. L'éclairage LED matriciel, tu t'expliques un petit peu comment ça marche et à quoi ça sert? Donc le but, c'est de voir les objets beaucoup plus loin. On nous dit 30 à 40 mètres plus tôt, ce qui permet de réagir plus vite en cas de besoin. Opel nous annonce un gain de réaction de 1,5 secondes à 80 km/h, ce qui est quand même beaucoup à cette vitesse-là. L'autre avantage, c'est qu'en plein phare, on est censé ne pas gêner les autres véhicules. Il y a aussi un gain en termes de durabilité. Moi, il y avait juste un petit bémol. J'ai trouvé que sur les panneaux de signalisation, parfois, il y avait un effet réfléchissant, effectivement, qui était un peu gênant. Qui peut être gênant parce que, donc, comme tu le dis, c'est un système qui permet à la voiture d'évoluer en plein phare en permanence avec des zones d'occultation qui correspondent aux véhicules qui arrivent en face ou aux véhicules qu'on suit. Et effectivement, quand il y a des panneaux réfléchissants, on les éclaire plein pot et ça peut être un petit peu gênant. Donc, on a dit 20 300 € pour l'entrée de gamme, le cœur de gamme autour de 25 000 €, les premiers prix en diesel autour de 22 500 €. On va marquer une courte pause et on va entrer dans le vif du sujet de cette semaine, les voitures sans permis. À tout de suite. Voilà, ce sont les mal-aimés des routes, beaucoup les jugent dangereuses, mais elles rendent aussi de vrais services lorsqu'on n'a pas ou plus de permis de conduire. Les voiturettes sans permis, donc, font partie du paysage automobile français depuis une bonne quarantaine d'années maintenant. On estime autour de 150 000 le nombre d'utilisateurs de ce type de véhicule en France. Nicolas Meunier, donc, tu as commis ce hors-série consacré aux essais de tous les modèles du marché. Il s'en vend combien chaque année des voitures sans permis? En France, c'est à peu près 11 000 ventes par an. On est loin des belles années d'il y a, on va dire, 6 ou 7 ans avant la crise, où on était à pas loin des 20 000. Ouais. Mais aujourd'hui, c'est à peu près stabilisé à 11 000 en France. Et alors, c'est un marché qui est en régression, qui est à nouveau en croissance? C'est plutôt en régression depuis 2008, mais là on est en train de voir que ça commence à se stabiliser, que les concessionnaires et les constructeurs recommencent à souffler un petit peu depuis simplement quelques mois, depuis 2-3 mois on va dire. On a l'impression que c'est une typicité française, les voitures sans permis. Est-ce que c'est le cas? Alors c'est vrai qu'historiquement c'est un marché qui est très français, les premiers constructeurs étaient français, mais aussi italiens. Donc en fait c'est à la fois français et italien, et Europe du Sud aussi, donc tout ce qui est Espagne, Portugal. Et aujourd'hui, maintenant, la réglementation européenne, ce qui fait que tous les pays européens peuvent avoir accès à ce type de voiture. On va parler effectivement de la réglementation tout à l'heure. C'est quoi l'héritage? C'est quoi? C'est les Piaggio triporteurs, ce genre de choses? En gros, qu'est-ce qui a inspiré ce mouvement de la voiture sans permis? Alors en effet, il y a eu les Piaggio triporteurs, mais finalement, ce qui a inspiré, c'est plus une histoire de réglementation, parce que c'est l'occasion qui a fait le larron finalement. C'est une typologie de véhicule qui n'existerait pas si on ne pouvait pas les conduire sans permis. D'accord.
Il y a combien de marques et en gros combien de modèles sur le marché? Alors les modèles, tu l'as dit tout à l'heure, c'est une quarantaine. C'est représenté par combien de marques? Alors on va dire il y a 5 grosses marques. Ouais. 5 grosses marques et ensuite selon les marques, selon la taille des marques et l'importance de ces entreprises, il y a plus ou moins de modèles dans chaque gamme. Donc on a des petits constructeurs comme Bélier par exemple qui vont avoir une seule voiture. Et ensuite on a les gros constructeurs qui sont Exam, Ligier, Microcar qui développent carrément toute une gamme de variantes de tout type de carrosserie autour d'un même modèle. Et si on va continuer à parler un peu marché, ça se vend combien un véhicule sans permis en moyenne aujourd'hui? Parce que j'étais assez étonné moi en regardant un petit peu les tarifs, ça va jusqu'à 15 000 euros, mais voire peut-être même plus d'ailleurs. Ça se vend combien? On va dire que le cœur du marché, ça se situe entre 11 et 13 000 euros. C'est ça qui se vend. C'est déjà un beau prix. Hein. C'est déjà un beau prix. C'est quasiment le prix d'une voiture normale. Ouais. Et c'est quoi? C'est le prix de la liberté? C'est justifié? Qu'est-ce qui fait que ces voitures qui sont, on va dire, en gros 2 fois plus petites qu'une compacte, voire même plus que 2 fois plus petites, qui ont un tout petit moteur, etc., qu'est-ce qui justifie qu'elles soient vendues finalement ces prix-là? D'une part, il y a le fait que ça reste de la petite série finalement. On a des constructeurs, les plus gros constructeurs qui sortent 10 000 voitures par an si on considère le marché global européen. Donc finalement, c'est un coût industriel à amortir qui est plus difficile à amortir que de la grande série. Ensuite, quand on a une plus petite série, c'est le cercle vicieux. Finalement, les fournisseurs font des ristournes moins importantes qu'aux grands constructeurs. Ensuite, vu que c'est des applications très spécifiques, on est obligé de faire appel à des fournisseurs spécifiques aussi. Donc c'est tout un tas de petites choses qui fait que c'est des modèles qui sont plus difficiles à rentabiliser et donc qui forcément, ça se répercute sur le prix de vente. Ouais. Michel, est-ce que tu veux déjà réagir ou poser une question par rapport au marché de ces véhicules? Vous en parliez, la rentabilité est difficile à atteindre pour 5 marques ou 24 marques, mais surtout 5 groupes qui font moins de 12 000 voitures par an. Est-ce que Ligier, est-ce que Microcar, est-ce qu'Exam gagnent de l'argent? Alors ils gagnent de l'argent et ils cherchent surtout à gagner des parts de marché en ce moment. Parce qu'on observe plutôt un phénomène finalement de concentration où les grands prennent de plus en plus de place. Et on a vu la faillite d'un des acteurs qui s'appelle JDM. Vous avez peut-être vu ces petites voitures sans permis qui ressemblent un petit peu à un Range Rover Evoque. Et malheureusement, ce constructeur-là a fait faillite il y a 2 ans. Ouais. Et du coup, maintenant, les grands constructeurs cherchent à récupérer les parts de marché disparues de ce constructeur pour augmenter leur rentabilité. Qui est le numéro 1 des constructeurs sur le marché? Alors actuellement, c'est Exam. Ouais. Donc, Exam Mega, donc c'est Exam Mega, voilà. Donc, il y a 3 marques finalement. Il y a Exam, qui est la voiture sans permis de Monsieur Tout-le-Monde, si on peut dire. Il y a une marque qui s'appelle Minoto, qui est dédiée au low cost, et une marque qui s'appelle Mega, en effet, qui est dédiée aux utilitaires. D'accord, ce que tu veux dire, c'est que comme finalement... pour la voiture normale, il y a des structures de gamme qui vont même jusqu'au low cost et qui montent jusqu'au modèle un peu plus premium. C'est ça, ouais. C'est un phénomène qui est d'ailleurs assez nouveau finalement, parce que ça fait quand même, on va dire que ça fait 2-3 ans que ça émerge vraiment, où chaque groupe est en train de segmenter de plus en plus son offre pour aller racler le moindre fond de tiroir. Donc ça va du low cost à la citadine à l'allure de baroudeur, en passant par le cabriolet, et on peut vraiment trouver tout ce qu'on veut, quoi. Un low cost sans permis, ça coûte combien? Au moins cher, c'est 8 500 €. Donc c'est plus cher qu'un low cost avec permis. C'est ça, voilà. C'est extraordinaire. Et encore, à ce prix-là, je vais pas dire qu'on a les roues en option, mais c'est pas loin, quoi. Ouais. Dries, je te sens passionné. Bah ouais, je suis curieux. En fait, comme de nos jours, on risque tous de perdre notre permis. Il faut bien circuler par moment. Et je m'attendais pas à ce qu'il y ait autant de modèles. Ce que je me demandais, moi, c'est aujourd'hui, on parle d'électrique partout. C'est pareil, il y a une tendance vers l'électrique... Il y a une tendance timide, on va dire, dans le sens où l'électrique augmente encore le prix de vente. Ah. Donc, il y a... Ce qui est le cas, on va dire, avec les voitures normales déjà. Voilà. Donc, là-dessus, c'est pas tellement surprenant, mais ouais. Donc, il y a 2 écoles. Il y a soit on contient le prix, on garde des batteries au plomb qui sont parfois contraignantes en entretien. Donc, par exemple, on a un mini Hummer électrique
avec des batteries au plomb dont on est censé vérifier le niveau d'eau tous les jours si on l'entretient en suivant le manuel. Et à l'opposé, on a des produits assez poussés avec des batteries lithium-ion, comme le font Exam par exemple. Ouais. Donc c'est vraiment le top du top, c'est ce qu'il y a de plus agréable parce qu'on n'a pas le bruit du diesel en plus. Et là, par contre, ils ont un petit peu de mal à les vendre à cause du prix de vente. Ouais. Alors, on imagine que effectivement, il y a des gens qui perdent leur permis, qui ont besoin de rouler et qui se mettent à ce type de véhicule. Mais globalement, qui achète? Quel est le profil type de l'acheteur, s'il y en a un, de ce genre de véhicule? En fait, il y a deux principaux profils types. Il y a la personne âgée en campagne. Et de l'autre côté, le jeune d'une famille un peu aisée, on va dire, qui prend ça à la place d'un scooter parce que les parents ont les moyens de lui payer. Ils préfèrent le voir sur 4 roues que sur 2. Est-ce qu'on sait où se vendent le plus sur le territoire ces voitures? Je me suis laissé dire que le Nord était une zone de vente privilégiée avec presque, je crois, la moitié de la production. C'est le cas? Ouais, je crois qu'on n'est pas loin de ça, en effet. Ouais. Et il y a aussi, donc là c'est plus pour la clientèle rurale. Ouais. Et ensuite on a le sud, toute la Côte d'Azur, où là c'est vraiment les jeunes. Nicolas Stévenin, je te demande pas ton avis sur les voitures sans permis. Il est passionné. C'est-à-dire que sur les terrains de jeu, là où je vais, j'en croise très très rarement. Ouais. Pas du tout. Il y a des buggy sans permis, je pense à Polaris, ce genre de choses. Mais c'est peut-être pas homologué route. Non, il y a pas mal en buggy. Oui, effectivement, on a des grosses motorisations, donc on n'est plus dans un cadre légal de voitures sans permis, donc c'est un peu compliqué. Alors, on parle de véhicules sans permis, mais il m'avait semblé qu'il n'y a pas si longtemps que ça, il était question justement qu'il y ait un peu comme les scooters, on va dire un genre de brevet ou d'autorisation de conduire ces voitures. On en est où là-dessus? On a renoncé ou... Non, alors en fait c'est même déjà en vigueur, c'est juste que ça dépend de la date de naissance en fait. D'accord. C'est-à-dire les personnes nées après 88 doivent avoir soit le BSR, donc le brevet de sécurité routière qu'on passe au collège ou au lycée, qui s'est maintenant transformé en permis AM. D'accord. Donc le permis AM, le contenu, c'est grosso modo le même que le BSR, mais la différence, c'est qu'il est juridiquement considéré comme un permis de conduire maintenant. C'est-à-dire que maintenant, pour ces personnes-là, celui qui perd son permis B, son permis voiture, il va perdre aussi le permis AM. C'est-à-dire qu'il n'aura pas forcément le droit de conduire une voiture sans permis s'il n'a plus son permis. Donc il devra faire une demande en préfecture, etc. Et c'est plus maintenant, je me fais sucrer mon permis et je vais direct chez le marchand de voitures sans permis en louer une ou en acheter une. Tu parles de louer, ça se loue? Il y a un marché pour ça? Ouais, justement pour les personnes qui perdent leur permis. Plutôt que de l'acquérir, on a une suspension de quelques mois. Voilà. Ouais. On va louer la voiture. Et donc, il faut un permis pour la voiture sans permis. Ben voilà, c'est ça. Français, ça. C'est un peu ça. Alors, il y a un petit point de réglementation qui est entré en vigueur, je crois, à la fin de l'année dernière, c'est que aujourd'hui, on peut conduire ce genre de voiture à partir de 14 ans. C'est ça, depuis un an à peu près, ouais. Et est-ce que ça a dynamisé un peu le marché? Est-ce qu'on a déjà des moyens de quantifier ça ou... Pour le moment, on commence à avoir un peu de recul, même si c'est encore insuffisant, et apparemment ça booste pas vraiment le marché, même si la clientèle des jeunes devient de plus en plus importante. Ouais. Mais finalement, c'est une clientèle qui en remplace une autre, parce que la clientèle des personnes âgées est en train de disparaître par la force des choses, et finalement, les jeunes sont en train de remplacer cette clientèle. Ouais, les constructeurs communiquent un peu sur... D'ailleurs, je fais une petite parenthèse, c'est vrai qu'en préparant l'émission, on essaye de regarder un peu comment les constructeurs essayent de vendre et de communiquer autour de leurs produits. Et en fait, on s'aperçoit qu'en général, ils mettent plus en avant... on va dire l'avantage de ce genre de véhicule plutôt que la voiture elle-même. C'est-à-dire qu'on voit il y a des constructeurs qui communiquent qui montrent un lycéen qui emmène son copain à l'école. On peut peut-être d'ailleurs voir l'image. Il y en a d'autres qui mettent en avant le vieux garçon qui n'a pas le permis mais qui drague en ligne et qui va chercher sa promise à la sortie de chez elle. Voilà, ça c'est la Châtenay qu'on va... Voilà. Alors,
on va rester sur le côté réglementaire de ces voitures. Il y a une question que je me posais, c'est quid du contrôle technique? Est-ce qu'il y a un contrôle technique pour ces voitures? Il en était question aussi, ça, il y a quelques années. Ouais, c'est un sujet, c'est une sorte de serpent de mer, un sujet qui revient souvent. C'est un peu comme pour les motos chez Adri. Voilà, c'est exactement comme ça, comme pour les motos, mais pour le moment, il n'y a rien de concret. Il n'y a rien. Alors, qu'est-ce qui fait qu'on renonce à ça? C'est quoi? C'est parce que ça coûterait trop cher à mettre en place? Parce que c'est vrai que les équipements, ça nécessiterait des équipements peut-être complémentaires dans les centres de contrôle. C'est quoi? Il y a une raison ou... Parce que globalement, c'est des voitures qui roulent et qui ont, j'imagine, aussi besoin d'être contrôlées, en tout cas sur leur état. Oui, certainement. Mais en fait, je pense que déjà les professionnels sont pas forcément envie peut-être de se pencher là-dessus. Ouais. Je pense que c'est juste un manque de volonté, et puis peut-être une catégorie qui est trop marginale pour que le gouvernement s'y intéresse vraiment. Il y a des normes de sécurité sur ces véhicules. Alors on n'a pas les normes de crash test du tout, comme pour les autos. On a des images d'un crash test. Alors, on va revenir. D'ailleurs, ce serait intéressant de les voir si on peut les voir, Benjamin, parce que voilà, c'est ça. Il y a beaucoup à dire là-dessus. Alors, quand on le voit, quand on voit l'image, c'est impressionnant parce que. En gros, il reste rien de l'habitacle. Par contre, il y a une petite objection, c'est un crash test Euro NCAP et qui est réalisé à une vitesse qui est plus élevée que ce que peut atteindre la voiture. Voilà, en effet, donc Euro NCAP avait décidé, c'est un organisme qui est basé en Angleterre, et les Britanniques, finalement, sur ce type de voiture, s'intéressent plus à une autre catégorie, ce qui s'appelle les quadricycles lourds, qui peut aller à des vitesses bien supérieures que les voitures sans permis qu'on connaît en France. Et le problème, donc, c'est qu'ils ont choisi les vitesses pour le crash test à 50 à l'heure. Donc, en gros, c'est une vitesse déjà qui dépasse la vitesse autorisée pour les quadricycles légers. Donc alors, sur un impact latéral, c'est plausible parce qu'on peut se faire rentrer dedans par une voiture qui roule à 50, mais effectivement, sur un crash frontal sur un mur. Sur un crash frontal, je trouve, ça ne veut pas dire grand-chose. Proportionnellement, c'est comme si Euro NCAP faisait le test avec une Clio à 150 à l'heure, quoi. La Clio peut rouler à 150, mais c'est vrai que c'est limité à combien, tiens, justement, ces voitures-là? On a 45 km/h. Voilà, justement, voilà, les données techniques de ce genre on n'est pas loin, sauf que n'importe quelle andouille, il y a un centre de conservation qui marche à un moment, et quand on voit qu'on va rentrer dans quelque chose, on lève le pied en freine, et on retombe, on retombe très vite à 35 km/h avec ces voitures-là. Est-ce que c'est pas lié à un choc frontal avec un véhicule classique? Si, mais on peut pas comparer. La physique est différente entre un choc contre un mur et un choc entre deux voitures. Et en général, on se fait doubler avec ces voitures, mais on double rarement. Voilà. Justement, alors, quelles sont les données techniques qui caractérisent un VSP, un véhicule sans permis? Il y a quoi? Il y a des normes d'encombrement, il y a de motorisation, j'imagine. Alors, la principale contrainte, et finalement qui est la plus difficile à tenir pour les constructeurs, c'est une contrainte de poids. Donc, un véhicule sans permis ne doit pas dépasser 350 kg. À vide. Vraiment à vide. Ouais. Et ensuite, donc, on est limité à 45 km/h et une puissance de 4 kW. Donc, c'est un petit peu plus de 5 chevaux. Oui, donc effectivement, c'est peu. Michel, tu veux dire un mot sur cet aspect, ces aspects réglementaires et sécuritaires? Réglementaires, mais moi, il y a une question qui me taraude depuis longtemps, c'est de savoir si chez Ligier, vu que c'est celui qu'on connaît le mieux en France, est-ce que c'est les voiturettes qui ont permis à Ligier d'avoir les finances pour aller en Formule 1, ou est-ce que c'est l'inverse? Ou alors est-ce que c'est la poule ou l'œuf? Une grande question, justement, de la poule ou de l'œuf, ouais. Pas de réponse, on sait pas. Je pense l'un a aidé l'autre, mais je pense que le financement de l'écurie Ligier, c'est pas mal lié à des subventions du gouvernement, surtout en Formule 1. Alors, je voulais savoir aussi, est-ce que on sait combien, en pourcentage, ça va être difficile, mais on le sait un peu pour les scooters et pour les motos, est-ce qu'il y a beaucoup de débridage des voitures en question? Il y en a beaucoup. On n'a pas de statistiques là-dessus. Et on va dire que c'est assez facile d'enlever les cales sur le variateur. Même déjà sans enlever la bride sur le moteur, rien qu'en enlevant les cales du variateur, on peut vraiment dépasser les 45 à l'heure sans problème. Ouais, j'ai vu passer des choses sur internet où certains se vantaient de rouler à 80-85 km/h avec ces véhicules et personne précisait qu'elle n'était pas à fond. Je rebondis sur la Twizy qu'on voit à l'image parce que ça, voilà, la Twizy donc en version 45.
est considéré comme un véhicule sans permis. Est-ce que ça dynamise un peu le marché, ça aussi, la Twizy ? On est assez loin des ventes d'Exam ou Ligier sur le segment. Hein. Et d'ailleurs, il y a une particularité que Renault est la seule à avoir. Et c'est que Renault vend plus de Twizy en version quadricycle lourd, donc avec le permis B1 que personne n'a, que de Twizy 45 sans permis. Donc c'est parce que finalement la clientèle est bien différente entre celle d'un grand constructeur et celle d'un spécialiste du sans permis. Et c'est dû principalement au fait qu'au lancement, Renault a vendu ça comme une alternative aux scooters à 3 roues, destiné aux automobilistes qui en avaient marre des bouchons. Et ça atteint son but en fait. D'accord. Alors il y a une chose aussi qu'on peut remarquer quand on se promène dans la rue et qu'on croise ce genre de véhicule, c'est que, alors certes, ça se décline en version véhicule de tourisme, on va dire, si on peut appeler ça comme ça, mais il y a également des déclinaisons utilitaires, des déclinaisons tout-terrain, même si ça va faire bondir Nicolas Stévenin. Pareil, il y a une vraie ouverture vers différents... Alors l'utilitaire, c'est plus historique, mais il y a une vraie ouverture vers différents types d'usages. Ouais, alors tout terrain, c'est vraiment plus lié au look. Alors, là, le Secma Funlander qu'on a laissé, qu'on a à l'image plutôt, ça, c'est vraiment assez agile et ça arrive bien à grimper. Bon, à condition de prendre de l'élan parce qu'on est vite limité par les capacités remontées. Mais donc on a quelques modèles qui peuvent en effet avoir quelques capacités hors-piste, mais c'est vraiment surtout du look. Et donc c'est plus du typage pour séduire des clientèles de tous horizons que vraiment des réelles capacités hors-piste. Alors il y a une autre caractéristique qu'on manque pas de repérer, c'est que ces véhicules empruntent des petits éléments stylistiques, parfois des feux, parfois même une ligne complète à des véhicules de grande série, je pense Fiat 500, Mini, etc. Hummer, voilà. Je sais pas si on peut le voir voilà. Ça c'est pareil, c'est une tendance lourde. Ça aide à vendre ou c'est gadget et globalement c'est pas ça qui fait vendre. Alors ça aide clairement à vendre parce que les gens qui roulent en voiture sans permis ne veulent pas être identifiés comme tels. Donc bon, dans le cas du Mini Hummer sans permis, c'est un cas un peu particulier dans le sens où c'est carrément GM qui a revendu une licence à un fabricant de golfettes chinois. Ouais. Et par contre, on a en effet de plus en plus de constructeurs qui s'inspirent de voitures à la mode. Donc on a Ligier qui vend sa JS50 qui ressemble à une DS3. On peut citer d'autres modèles qui ressemblent à des Fiat 500. Et ça aide vraiment à faire vendre, à confondre presque l'original avec la copie, si on peut dire. Et ça valorise le client qui achète la voiture justement pour ça, parce que le look lui plaît. Michel, et autre chose que tu veux dire sur ces voitures ou cette tendance ? Non, pas vraiment. Je me posais toujours la question de savoir si vu le nombre de retraits de permis, si les personnes qui n'avaient plus de permis et qui louaient ou qui achetaient un VSP étaient devenues majoritaires. Mais apparemment, d'après ce que me disait Nicolas, c'est quand même beaucoup un marché de seniors. Et je ne sais pas si les seniors sont particulièrement attachés au Hummer. Des marchés de seniors et de plus en plus de jeunes, oui. De plus en plus de jeunes quand même. Ouais. Mais ils ne sont pas encore majoritaires. Je pense qu'on n'est pas loin de 50-50 maintenant. Ah oui, quand même. Ouais. Ouais. C'est intéressant. Et par exemple, en Italie, c'est carrément que des jeunes. Et tiens, puisque tu parles de l'Italie, ça se compare comment le marché français et le marché italien sur ce type de voiture ? Simple, le marché italien, il est vraiment très urbain. Ouais. C'est une large majorité du marché, c'est vraiment Rome, des familles aisées qui achètent la voiture pour leur gamin pour aller au lycée, donc à partir de 14 ans. Et là-bas, c'est vraiment l'ado qui sait ce qu'il veut exactement, qui choisit son modèle et les parents n'ont plus qu'à signer le chèque. D'accord. Et il y a la petite particularité en plus qui peut un poil booster les ventes d'électriques, c'est que le centre de ville de Rome est interdit à certains moments aux voitures thermiques, enfin dans certaines parties. Et du coup, si les parents achètent une sans permis électrique à leur ado, ils leur chippent le week-end pour aller faire du shopping. Et en termes de chiffre de vente, on a une idée par rapport aux 11 000 du marché français ? C'est assez difficile à dire en ce moment parce que c'est un petit peu un marché en crise qui est un peu plus fluctuant que la France, là, encore plus que la France ces dernières années qui était en baisse. Alors, on va conclure sur ce thème. Est-ce qu'il y a on va dire, au-delà du mondial de l'automobile où il y a
quasiment tous les constructeurs qui exposent leurs véhicules. Est-ce qu'il y a des salons annexes, des rassemblements, des choses qui essayent de dynamiser un peu ce marché pendant l'année? Pas vraiment, parce que finalement, c'est des gens assez peu mobiles, les clients par définition, vu qu'ils n'ont pas le permis. Ouais. Donc c'est plus le concessionnaire qui va se déplacer au client que l'inverse. D'accord. Donc on a plus des expositions de concessionnaires dans les foires locales, dans des événements, des marchés, etc. Et vraiment le vendeur qui va aller amener la voiture directement chez le client pour lui vendre et lui faire essayer à domicile. Et est-ce que... Alors... Pour la voiture traditionnelle, on dégage souvent des tendances sur ce qui va se passer dans l'année ou en termes de look, etc. Est-ce qu'il y a des tendances sur le véhicule sans permis, des choses qui vont arriver, qui sont attendues Là, clairement, la tendance, c'est vraiment ce que tu disais tout à l'heure. On imite de plus en plus les voitures à la mode. Donc avant, ça se contentait d'emprunter un phare, etc., mais plus pour des raisons d'économie, parce qu'on n'avait pas envie de concevoir une pièce spécifique qui revient cher à concevoir. Et là, c'est maintenant, même ces voitures qui imitent les vraies, ont des pièces spécifiques, mais cette imitation, c'est vraiment pour vendre la voiture et pour lui donner un look et ne pas faire voir qu'on roule en voiture sans permis. Donc c'est vraiment ça la tendance, de plus en plus de look et de plus en plus d'accessoires pour séduire les jeunes. Bien, voilà, donc je vous rappelle ce numéro de Génération sans permis qui sort tout début novembre en kiosque. Nicolas, tu restes avec nous. On va passer au sujet suivant après une petite pause. À tout de suite. Voilà, on va passer dans un univers qui va plus correspondre, je crois, à celui de Nicolas Stevenin, puisqu'on va parler de Jeep. La marque Jeep a affiché une croissance à 3 chiffres en France l'an dernier, multipliant ses ventes par 3, et ce essentiellement grâce au Renegade, dont on a déjà largement parlé dans cette émission. Alors il cartonne aux États-Unis, mais n'avait jusqu'à maintenant pas trouvé sa place en France. Le Cherokee revient avec une gamme moins chère et mieux équipée, mais aussi motorisée par le tout nouveau 2 litres de diesel en version 185 ou 200 chevaux. On va passer à bord et on en discute dans un peu plus de 3 minutes. Alors, je suis avec Nicolas Stevenin, journaldu44.com. Salut Nicolas. Salut. Alors Nicolas, on est au volant de cette Jeep Cherokee. C'est pas une nouveauté le Jeep Cherokee. Ça fait maintenant un an et demi que la gamme est sortie en France, un petit peu plus aux États-Unis. Les États-Unis d'ailleurs, c'est un produit qui marche plutôt pas mal, c'est la meilleure vente. En revanche, c'est pas du tout le cas chez nous. Est-ce que, alors avec cette nouvelle gamme, c'est-à-dire une gamme renouvelée avec une entrée de gamme beaucoup moins chère et ce nouveau moteur 2 litres de diesel qui propose des versions entre 185 et 200 chevaux, est-ce que tu penses que Jeep peut revenir dans la course déjà? Avec des tarifs mieux placés, et puis surtout je pense que ce qui est intéressant chez le Cherokee, c'est qu'il y a quand même pas mal d'options, de choses qu'on trouve en option plutôt chez la concurrence et qui sont en série sur Cherokee. Là au niveau tarif, c'est bien placé, c'est bien équipé, ça propose quand même un véhicule très intéressant. Bon, voilà pour la gamme et le produit. On va parler évidemment un peu de la voiture. Bon, toi, tu es plus habitué à des choses un peu plus extrêmes que ça. Tu me disais tout à l'heure, sur ce genre de terrain, j'ai l'impression d'être en salle d'opération. Malgré tout, ça reste une Jeep. Alors, en tant que véhicule tout-terrain, est-ce que tu as un avis sur le produit? Pour moi, cette Jeep est un bon SUV. On a un sélecteur de terrain qui permet de s'adapter suivant là où on va rouler. C'est un véhicule dans cette version-là qui n'est pas la Trailhawk, donc qui n'est pas celle rehaussée et qui a de plus fortes aptitudes tout-terrain. Mais là, pour quelqu'un qui désire aller en forêt, aller se balader, aller faire un pique-nique le week-end en famille, c'est largement suffisant et ça remplira bien sa fonction. Après, pour quelqu'un qui désire aller un petit peu plus loin dans le tout-terrain, effectivement, il faut pas oublier que c'est un SUV, c'est pas un franchisseur. Oui, on peut parler également de la base technique 2 minutes. Hein. C'est un châssis d'Alfa Romeo de Giulietta, donc c'est vrai effectivement à la base
loin d'un 4x4. On est assez loin du 4x4, mais bon, Jeep a mis quand même son ADN avec son système all-terrain qui est assez performant. Mais certes, on n'est pas au niveau d'un vrai pur et dur, on reste quand même dans une gamme de SUV. Donc, pour conclure, des nouveaux tarifs qui la remplacent plutôt bien dans la concurrence et finalement un SUV assez convaincant. Oui, c'est un bon produit, moi je le trouve agréable. Les motorisations sont vraiment pas mal. La boîte ZF9 permet d'avoir quand même une consommation assez basse, c'est confortable, c'est un bon produit et qui se place vraiment bien au niveau de ses concurrents qui sont certainement plus connus, plus reconnus jusqu'à maintenant, mais c'est un véhicule à tester, c'est un véhicule à essayer. Il a son épingle à tirer du jeu. Merci Nicolas. Merci. Voilà pour ces quelques tours de roue avec le Cherokee. Nicolas, tu vas enfin avoir la parole et quelque chose à dire, puisque je rappelle que tu es l'éditeur de journaldu44.com, site spécialisé dans le vrai 4x4 et pas forcément dans le SUV, mais t'en fais un petit peu quand même. Alors, ce nouveau Cherokee, on l'a dit, va essayer de se refaire un petit peu une place parmi les SUV, et notamment avec une gamme qui va démarrer carrément 5 000 euros, presque 4 000 euros moins cher qu'auparavant, parce qu'il démarre à 35 et maintenant il est autour de 31 000 euros. Est-ce que ça va suffire ? Jusqu'à maintenant, c'est vrai que le gros problème sur Cherokee, c'était quand même le tarif, et il y avait aussi un déficit de reconnaissance par rapport à ses concurrents Audi, BMW ou Volvo. Là maintenant, avec les nouvelles motorisations et un tarif plus abordable, surtout au niveau de l'équipement, vraiment supérieur à la concurrence à tarif égal, je pense que maintenant Jeep peut vraiment proposer ça. Après, il va falloir que les gens peut-être appréhendent un peu plus le modèle qui a une allure un peu plus tout-terrain, un peu plus marquée que ce que peut proposer les Q5, les X3 ou les XC par exemple. Michel, toi qui aimes bien parler design, il est assez clivant quand même ce Cherokee, hein. Enfin, c'est un peu comme un Evoque, on en parlait tout à l'heure, mais c'est vrai que c'est quand même très, très marqué. Oui, c'est très marqué, surtout sur la grille qui reprend le code Jeep avec les dents de requin, ou vous appellerez ça comme vous voulez, qu'on retrouve depuis la Willys 145. Mais là où Nicolas a raison, c'est que cette voiture a un problème de positionnement depuis le départ. Parce que quand même l'idée de Jeep, pour tous ces modèles d'ailleurs, c'est de se positionner en premium, donc face à Audi, face à BM, face à Volvo. Et ils y réussissent avec le Grand Cherokee, ils y réussissent aussi avec le Renegade, mais ils y arrivaient pas jusqu'à présent avec cette voiture parce que elle était au même prix avec un moteur qui était bien inférieur. Là, il y a un nouveau moteur et ça peut le faire. Parce que quand on veut être clivant, c'est très bien parce qu'il y a toujours de la place pour des produits un peu exotiques comme celui-là, même si c'est pas des ventes colossales, mais il y a de la place à se faire. Mais si on est plus cher que ceux qu'on veut remplacer, il y a un vrai problème. Et ça n'a jamais marché d'être clivant au même prix ou un peu au-delà. Ça n'a jamais marché. Et Infiniti en est la preuve pour d'autres raisons. Mais là, en se positionnant comme ça, Jeep devrait pouvoir y arriver, oui. En développant son réseau aussi, ce qui est un autre problème. Alors voilà, le Cherokee chez Jeep, c'est en France 10% des ventes, 75% pour le Renegade. Donc ça laisse quand même une bonne marge de progression, on va dire. On va parler un instant, Nicolas, de cette nouvelle motorisation. Donc le 2 litres de diesel qui est disponible en deux puissances, 185 et 200 chevaux. Et alors, dans sa gamme, Jeep a choisi pour ce moteur de ne l'offrir que en 4x4 et boîte de vitesse automatique à 9 rapports, c'est ça ? Voilà. Alors, le modèle qu'on a pu tester, c'était le modèle 200 chevaux. Il n'y a pas une grosse différence, on va dire, avec le 185 chevaux. Par contre, la boîte ZF9 qu'on retrouve maintenant sur beaucoup de véhicules, comme sur le Renegade, oui, sur l'Evoque, il est vraiment un vrai bonheur. Ça permet de diminuer la consommation, ça permet des reprises, quelle que soit la vitesse à laquelle on est. Très bonne boîte, moi j'aime beaucoup.
Alors il est homologué pour 150 grammes d'émissions, ce qui correspond à un malus de 900 €. Qu'est-ce que je veux dire sur ce modèle? Je sais plus. Alors oui, il est évidemment aussi mieux insonorisé qu'auparavant. Je sais pas si tu as également remarqué ça, mais moi c'est vraiment l'impression que ça m'a donné. Oui, il y a des progrès. Il a grimpé et se met vraiment à niveau, je pense, de la concurrence, dans la finition, dans le bruit, dans la motorisation. C'est vrai, comme disait Michel, c'est un modèle un petit peu clivant parce qu'il se différencie un petit peu de ses petits camarades sur le segment du SUV qui ont peut-être une allure un peu plus ronde, un peu moins agressive. Donc c'est une bonne alternative pour quelqu'un qui a envie de rouler un petit peu différemment et aussi agréablement. Driss, tu veux dire un mot sur le Cherokee? Moi, j'avais pas essayé le Cherokee. J'ai essayé le Grand Cherokee. Là où je rejoins Michel, c'est vraiment cette calandre. Je veux dire, on peut pas la rater. La voiture a vraiment une gueule. Elle a vraiment un look qui est propre. Après, je vous dis, ne l'ayant pas essayé, je ne m'avancerai pas plus. Nicolas, tu l'as essayé ou pas? Toi, je sais plus. Moi, j'avais essayé, j'ai pas essayé ce nouveau moteur, mais j'avais essayé au lancement, en effet. Et comme disait Michel, moi, c'est un problème de positionnement, en fait. Je trouve que c'est quand même une voiture qui a un petit peu un physique de radio. Et je trouve que quand on dépense 45 ou 50 000 dans un SUV, on a envie d'avoir un truc plus élégant. Je trouve que finalement, ok, c'est original, on peut aimer, on peut ne pas aimer, mais c'est pas en rapport avec le statut haut de gamme que veut se donner Jeep. Et c'est pareil à l'intérieur où finalement la finition, on est encore loin d'Audi ou BM. Ouais, même si. Je ne suis pas vraiment d'accord avec Nicolas parce que je pense que un physique de radio, certes, mais il y a une clientèle pour ce genre de choses très très différenciées. Très très m'as-tu vu, il y a cette clientèle qu'on pourrait appeler nouveau riche ou marchand de jeans qui adore ce genre de choses et le Grand Cherokee marche comme ça. Et donc il y a peut-être de la place pour ce genre de modèle sur la gamme inférieure. Cela étant, ce que disait Nicolas, c'est pas tout à fait vrai non plus. C'est que quand même, on n'a pas la même qualité perçue ni le même niveau de qualité générale et de finition qu'on peut avoir chez BM sur le X1 ou chez Audi sur le Q3. Donc c'est quand même un petit peu en dessous sur la qualité. Parce que c'est quand même un petit peu américain. Ce qui gêne pas les Américains, mais qui risque de poser des problèmes en Europe. En fait, c'est ce que disait Nicolas. Peut-être que tu as loupé un mot, mais c'est à peu près ça. Même si on peut quand même souligner que la finition a progressé chez Jeep ces dernières années. On n'est plus dans les Patriotes et ce genre de choses où là. Ils reviennent quand même de très très loin. On mangeait du plastique. Moi, il y a une chose sur le design que j'ai remarqué en la conduisant, c'est ces feux à LED. Quand on les voit dans le rétro, sont très proches de ceux d'une Citroën C4 Picasso ou Cactus. C'est assez troublant parce que dans le rétro, finalement, on n'arrive pas à faire la différence. C'est une petite parenthèse. Donc voilà, on parlait des tarifs pour conclure. On l'a dit, il commence à 30 950 €, ce qui met un cœur de gamme autour de 35 000 ou 40 000 plutôt. Le prix moyen d'une Jeep en France, c'est assez étonnant, c'est 45 000 €. Donc ça veut dire que les grands Cherokee sont quand même achetés très cher et les Renegades très bien équipés. Un petit mot pour conclure, Nicolas, sur cette voiture. Alors moi, là, il y a une chose que je regrette, c'est la finition très longue qui n'est disponible qu'avec le V6. Et donc un tarif très très conséquent et très proche de celui du Grand Cherokee. Et c'est dommage parce que la finition très longue apporte quand même un terrain de response, le système amélioré, le système de motricité amélioré avec un blocage, une garde au sol plus importante, mais je pense pas que cette version-là puisse trouver réellement son public par le fait de son tarif et de la proximité. Et de sa motorisation également. Ouais. Est-ce que ce que tu dis d'ailleurs est assez juste? C'est vrai que en gros, ce qu'il faudrait pour plaire ou en tout cas séduire les amateurs de tout terrain qui ont un budget pour ce type de véhicule pour cette Jeep, ce serait en gros un 2,2 litres diesel Trailhawk, sachant qu'aujourd'hui le 2,2 litres en version 200 chevaux, la gamme est construite un peu bizarrement, n'est disponible que dans une finition, alors je me souviens plus, tu vas peut-être me la rappeler, c'est pas Sport, c'est l'autre, enfin voilà.
Ça doit être Limited ou Limited Advanced, quelque chose comme ça. Oui, voilà, quelque chose comme ça. Le nom m'échappe. Il y a une construction de gamme un petit peu compliquée, mais on la retrouvera. Voilà ce qu'on pouvait dire sur cette Jeep. On va rester dans l'univers du SUV, puisque après les GLA et GLE, voici le GLC, le dernier né des SUV Mercedes, qui a la lourde tâche de faire oublier le GLK tout en conservant ses atouts. Une tâche pas facile. La marque à l'étoile peut-elle reprendre des parts de marché au BMW X3, Volvo XC90 et autres Audi Q5 ? C'est ce qu'on va voir. Et Driss, je te propose qu'on en prenne le volant et on se retrouve dans quelques minutes. En route. Alors Driss, on se retrouve à bord de ce nouveau Mercedes GLC, le GLC qui est dans le segment des Audi Q5, BMW X3 ou encore Volvo XC60. Il a une lourde tâche, ce modèle, c'est de faire oublier le GLK, son prédécesseur, qui a fait, on peut le dire sans insulter la marque, un bid en France, puisqu'il s'est vendu, je crois, l'année dernière à peine 1000 exemplaires. Là où le Q5 cartonne, le Volvo se vend très bien et le X3 également. Donc Driss, la recette de ce GLC pour essayer de reconquérir le marché. Alors là on est dans un SUV un peu plus familial. La recette elle est simple, on est sur la base par exemple d'un GLK qui est plus long, qui est également plus léger. Il a été allégé de 80 kg en utilisant des matériaux tels que l'aluminium. En revanche, allégé de 80 kg, mais ça reste quand même très lourd, on est à 1,8 tonne environ. Bon, c'est un gros SUV, on l'a dit. Alors, bon, il est configuré uniquement en 4 roues motrices, il faut le savoir. Donc, comme le GLK, il conserve quand même, et c'était un des gros points forts du GLK, des aptitudes tout-terrain plutôt intéressantes. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre sur ce véhicule ? Autre chose, c'est qui dit véhicule plus grand dit plus d'espace. L'habitabilité gagne au change. On a, par rapport aux concurrents que tu as cités tout à l'heure, le même espace dans le coffre, le même volume de coffre. Il y a aussi une chose qui est intéressante sur les capacités dynamiques de la voiture. On n'est pas non plus dans des volumes tels que le GLE où on peut avoir parfois du mal dans les petites rues à se faufiler. Après à conduire, c'est quand même plus agréable, c'est plus naturel, forcément toujours le gabarit qui est plus adapté. Le GLC est disponible dans 3 motorisations. Là, on est en train d'essayer le 220D de 170 chevaux. Il y a d'autres motorisations, Alexandre ? Alors, il y a le 250D qui est le même moteur que ce 220 avec une puissance légèrement gonflée. Il y a 204 chevaux et 270. Il y a également une version hybride qu'on n'a pas encore essayé, mais qui apparemment a l'air plutôt pas mal. Une hybride rechargeable qui autorise, je crois, un peu plus de 30 km en pur électrique. 34 km voilà. En pur électrique. Et il est également disponible avec un bloc essence. Bon, ça se vend principalement en diesel, ce genre de modèle, donc on va rester dans le sujet. Moi, sincèrement, ce petit 220D, donc de 170 chevaux, j'ai été plutôt agréablement surpris. C'est-à-dire que, étant donné le gabarit de la voiture, sa masse, je m'attendais à quelque chose on l'a dit, de beaucoup moins dynamique. Et comme tu l'as souligné, la voiture est relativement dynamique. On aurait pu croire que c'était un moteur un peu faiblard et finalement les sensations sont là. On n'est pas du tout frustré. Moi je me suis pas du tout senti frustré au volant. Le moteur a du répondant, on a du couple. On est bien servi par une boîte neuve, aussi une boîte automatique 9 rapports, qui est plutôt bien étagée, qui est assez rapide, qui n'hésite pas entre les différents rapports et qui en plus peut se piloter à la main grâce aux palettes. Non, franchement, c'est plutôt une bonne surprise. Il y a une chose quand même qui est intéressante et sur laquelle il faut insister, c'est que tout à l'heure, quand on avait le choix des voitures, c'est vrai, bon, on est des sportifs tous les deux, donc on est toujours tenté d'aller vers le moteur. Surtout moi. Voilà, surtout toi avec tes gros bras, on est tenté d'aller vers le moteur le plus gros. Donc, tu vois, quand on a ce 170 chevaux avec ce modèle 220D en diesel, je t'avoue que j'étais un petit peu, je faisais pas la tête, mais presque. Et finalement, à conduire, je l'ai trouvé très souple, ce moteur est très agréable. Donc, une chose qui est importante à dire, c'est que c'est vrai que finalement, même en attaquant dans l'entrée de gamme, on n'est pas forcément déçu. On ne fait pas énormément de concessions. Donc là, Driss, on est sur un modèle de base plus. C'est-à-dire que le modèle de base de ce GLC démarre un peu au-dessus de 46 000 €. Là, on est sur une finition intermédiaire. On est autour de 58 000 €.
Globalement, si on veut faire un petit bilan de cette voiture et de cet essai, est-ce que ça les vaut? Et en gros, si tu avais les sous, est-ce que tu l'achèterais, ce GLC? Alors, est-ce que je l'achèterais? Bah écoute, si j'ai envie d'avoir un SUV qui est quand même le véhicule aujourd'hui star sur le marché français notamment, c'est vrai que pour 46 000 euros la voiture, 46 150 euros la voiture est plutôt bien équipée de base. Ensuite, bon voilà, tout dépend de ce que vous voulez mettre comme option. Une chose est certaine, c'est qu'on en a pour son argent. Effectivement, cette finition avec 12 000 euros pour avoir un intérieur cuir. Par exemple, sur le tableau de bord, on a du cuir partout avec des surpiqûres. C'est très très propre, c'est très qualitatif. Donc au moins, on en a pour son argent. Oh, ça va encore nous délester de quelques dizaines de milliers d'euros. Tout ça, on va finir par croire qu'on est bien payé. Voilà, Driss, je te laisse le volant, tiens. Ouais, bah donc on en a pour son argent. On parlait tout à l'heure sur la Jeep Cherokee de la finition. Bah, là, pour le coup, c'est vrai que la finition est à l'avenant. Tu l'as essayé cette voiture, Nicolas? Qu'est-ce que tu en as pensé? Je l'ai essayé, j'ai trouvé ça franchement très bien. C'est comme une classe C finalement. On retrouve les sensations de la classe C qui est pour moi une des meilleures familiales haut de gamme. Bon, peut-être un petit peu moins bien d'un point de vue dynamique parce que le centre de gravité est plus haut. Et en plus, il a la chance vraiment de tomber dans le timing parfait, dans le sens où la concurrence, que ce soit le Q5, X3 ou le Volvo XC60, sont tous un peu proches de la fin de carrière. Et donc, il apporte vraiment un vent de fraîcheur dans la catégorie qui, à mon avis, ne peut que lui réussir. Michel, tu as essayé cette voiture, cette GLC? Il y a beaucoup d'avantages. Mécaniquement, elle est parfaite. C'est vrai que c'est un truc monstrueux et on se dit c'est pas maniable du tout et ça reste très très agile. Avec le moteur que vous avez fait les garçons, même avec les moteurs essence, ça reste très très agile. Coupe-le, il n'y a rien à dire. Le problème, il est quand même dans cet intérieur, dans cette planche de bord, on ne peut plus bling bling. Je ne sais pas. Et chez BM, c'est la même maladie. On a vraiment l'impression que le designer est arrivé à la fin en disant « Chef, j'ai oublié de caser le GPS. J'ai oublié de caser l'écran multimédia. » Avec la tablette. Il est arrivé, il l'a collé au-dessus de la planche de bord, c'est le cas chez BM aussi, et on ne s'en sort plus. On ne s'en sort plus non plus quand on essaye de l'utiliser, cet enfer-là, parce que vous avez une espèce de pad où on essaye de dessiner vaguement des lettres qui est inutilisable, avec un double pad d'ailleurs, une molette plus un pad. Enfin, c'est pas possible. Même les gens de chez Mercedes reconnaissent que c'est compliqué, qu'il faut quelques temps pour s'y habituer. Évidemment, nous, on change de voiture tous les 3 jours, donc on n'a pas envie ni de prendre le temps de s'y habituer, mais quand même, il n'y a absolument rien d'intuitif là-dedans. Il y a quand même une grosse qualité, parce que vous parliez du GLK qui était totalement hideux, mais aujourd'hui, on a ce GLC qui rentre dans le rang du SUV, qui est beaucoup plus joli d'ailleurs que le BM et qui est à peu près dans la sobriété d'un Audi. Mais on parlait de révolution chez Opel tout à l'heure, mais il faut aussi parler de la révolution designistique de chez Mercedes depuis quelques années. Ça a commencé par la classe A qui cartonne, les S, les E, les C se sont habitués, les C surtout. Et là, on a toute la gamme de SUV qui s'y colle, avec GLC, GLE, etc., GLA. Et il y a une vraie révolution. Et on se dit peut-être qu'enfin, le client Mercedes est arrivé dans son époque. Parce qu'avant, le client Mercedes était quand même très, très conservateur, plutôt réac, et aimait bien un dessin qui ne ressemble à rien. Et très dans la tradition. Aujourd'hui, on a bien compris se sont énervés et ça Michel, marche. on a bien compris un peu là où tu veux en venir. Les prix, Driss, on les rappelle avant de conclure. C'est une très bonne question, je les ai pas. Voilà, donc on démarre autour de 44 000 euros, je crois, de mémoire. Et ça sera le mot de la fin, figurez-vous. Voilà, il me reste à vous remercier, Nicolas Meunier. Tu reviens quand tu veux pour parler de sans permis ou d'autres choses d'ailleurs. Nicolas Stévenin, merci à toi pour être resté avec nous également. Michel, à très bientôt. Merci aussi à Benjamin en régie. Et surtout, merci à vous toutes et tous de nous avoir suivis. Driss, on se retrouve dans 15 jours. Et d'ici là, n'oubliez pas les rediffs et les replays. Les programmes continuent sur Watch. Salut à tous.